exceptionnel? Chez Roche-Beaubois, nous vous offrons 8 jours qui, comme vous, sont exceptionnels. 8 jours pour découvrir le design et le savoir-faire de Roche-Beaubois et profiter de prix très séduisants dans toutes les collections. Mais il faudra faire vite. Normal. C'est exceptionnel. Les 8 jours exceptionnels Roche-Beaubois, c'est jusqu'au 19 novembre seulement. Magasin ouvert ce dimanche sur rochebeaubois.com. France Inter aime Les Chatouilles, un film d'Andrea Bescon et Éric Métayer. Il est salvateur de parler de ce qui vous est arrivé. Odette a 8 ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d'un ami de ses parents qui lui propose de jouer aux chatouilles? Je sais ce que j'ai subi, et aujourd'hui que ça sorte. Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie. Avec Andrea Bescon, Karine Viard, Clovis Cornillac et Pierre Deladonchamp. Les Chatouilles, actuellement au cinéma, un film France Inter. 120 000 pour Grand Vient vous fasse, 130 000 pour l'instant M, plus de 90 000 à la bande originale, des milliers aussi pour La Tête au carré et Affaires sensibles. Combien d'auditeurs en plus chez vous, Charline Vanhoenacker? Oh, peut-être 2, 3. On ne regarde pas, Millions, on ne regarde pas millions, les chiffres. millions. L'important, c'est la qualité de l'émission. Oui, exactement. Nous, on s'en fout des chiffres. Ah bon? Voilà. Mais vous êtes fiers un peu quand même. On est content. Il paraît qu'il y a 19 000 personnes de plus que l'an dernier. C'est pas mal. Donc. C'est le chômage, essentiellement. Parce qu'à 17h, c'est quand même essentiellement des gens qui ne vous êtes travaillent très pas. très nombreux et de plus en plus, on est ravis. Voilà, c'est fait. Voilà, comme ça, je vous ai permis de l'évacuer. Allez, merci. bonne journée. Bonne Salut soirée. Laetitia Gaillet. Ah, vous êtes là, vous. Salut les amis. Salut Charline. Ça va? Vous êtes contents de vos petites manigances? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, c'est pas moi, madame. Faites pas les imbéciles avec moi. Non. Toujours à inviter vos potes humoristes. Non, là. alors, mais celui-là, il est drôle. Hein. Ouais, tu veux dire qu'il est drôle comme ça, par exemple? C'est un papa, il vient voir un pote à lui. Et il dit mon fils, ça fait 2 mois qu'il marche. Oh, l'autre il répond merde, il doit être loin. Oui, il a l'air nonchalant comme ça, mais il fait passer un vrai message. Oui, Émeric, c'est un mec qui dénonce. L'ouvrier, c'est le camarade de classe que vous ne voyez plus après le brevet des collèges. Mais que tu retrouves quelques années plus tard, les ouvriers, on les voit tous les 5 ans à la télévision pendant les périodes électorales, puisque les politiques se déplacent dans les usines. Alors voilà, changement c'est maintenant, voilà, dans ton cul. Oui, je vois, ouais. Non, mais si c'est pour faire revenir Pierre-Emmanuel Barré, c'est non. C'est Voilà. Émeric Lompré. Il est un peu différent. Ouais, il a un créneau plus. Moins, mais plus. Voilà. Vous savez même pas pourquoi vous l'invitez. Ah non, mais si c'est comme ça, moi je vais inviter des journalistes. Ah, c'est marrant parce qu'elle croit encore qu'elle est journaliste. Oui, faut pas lui dire. Oui, Charline, tu pourrais inviter des gens qui font le même métier que toi, bien sûr. Oui, il y a des gens qui réfléchissent, qui évoquent les vrais sujets, pas des gens qui racontent bêtement leur vie. Je viens de me faire larguer. Non, mais j'ai du mal avec les gonzesses. Si j'étais pas à cheval sur l'hygiène de mon anus, je crois que je sortirais avec un pote. Ouais, alors c'est pas, effectivement pas le bon exemple, mais je t'assure, il est spirituel. Tout autant que moi, je suis séduisant, par Ou exemple. moi, incommodant. Ou toi, Charline, journaliste. Voilà. Quoi? Non. Ah, ça, c'est bien ce qui me semblait. Bonjour la France Inter et bienvenue dans le sanctuaire de la bien-pensance humoristique et subventionnée. Voici les 3 actualités qui vous seront directement prélevées à la source. Donc, les Français se défoulent sur leurs élites politiques, économiques ou intellectuelles, mais dans le fond, avons-nous besoin des élites ? Et quels résultats dans les organisations qui se sont débrouillées sans elles ? Vous avez essayé de vous parler au moins, de sortir de vos petits nombrils d'égocentriques avant de quitter le navire, bande de lâches là. Doucement là quand même. Sciences Po, ta gueule. On les embrasse. Allez, salut. Incroyable révélation dans les Football Leaks. Un joueur a payé ses impôts. L'individu s'appelle N'Golo Kanté, certainement un marginal qui a refusé un montage fiscal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces Football Leaks. C'est du journalisme total. Merci. Florence Foresti a pris une mesure radicale. Elle a interdit les portables pendant son spectacle. Chacun est donc prié de le déposer à ses pieds dans une pochette verrouillée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons le plaisir de vous annoncer que le spectacle va commencer. Veuillez avoir l'amabilité de fermer vos gueules, merci. La voix d'Hélène Desproges. Alors lui, à ses tout débuts, c'est la salle qu'il a fait verrouiller pour pas que les gens s'en aillent. Encore maintenant, Charline, vous savez. Comme j'avais déjà des lancements hier pour les gens présents aujourd'hui, je vais garder les mêmes en finale. Oh non! Ah bien sûr. Oh la déception. Alors qu'on gagne des auditeurs. Là, ils sont tous partis à 17h20. Celui dans le spectacle,
spectacle s'appelle Bon Chien Chien, alors que quand on le regarde, il lui faudrait un mauvais toiletteur. C'est vous, Thomas VDB? Ah oui, c'est moi, Thomas VDB. Alors, j'imagine que vous allez me demander de quoi je vais parler aujourd'hui. Bah oui. Eh ben, ça tombe bien, je vais vous parler de Johnny. Parce que Johnny nous manque. Oui. Enfin, à vous, j'imagine beaucoup. Et bon, voilà. En tout cas, non, je vais parler. Si on pouvait le faire, est-ce qu'on ressusciterait Johnny? C'est la question que je pose aujourd'hui. Philo. 17h30, j'ai dû changer pour vous, évidemment. Il a fait chanter l'International à l'auditoire de Sciences Po. Enfin, il a essayé de faire chanter l'International à l'auditoire de Sciences Po. C'est Guillaume Meurice. C'est moi, oui. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler du retour en politique de François Hollande. Je suis allé voir les Français ce matin. Ils sont au taquet. Ça se fout de la gueule du monde. Pas tous au taquet. Et enfin, à 17h40, j'ai réussi à séduire Pablo Mira avec ce lancement hier. Alors peut-être vous, celle qui est comme le vent, qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. C'est Clara Dupont-Moreau. Bonsoir Alex, voilà, c'est raté. Je vais finir avec Pablo. De quoi on va parler? On va parler des migrants et d'une avocate qui prend beaucoup de risques. Très bien. Et voici celui qui va ambiancer l'open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Si, vous allez devoir le faire maintenant. Vous êtes Aymeric Lompré. Aymeric Lompré. Cool. Alex Vizorek. Cette ambiance. Par Jupiter. Bienvenue, Aymeric Lompré. Vous êtes donc humoriste. Vous avez un spectacle qui s'intitule Tant pis et vous êtes bientôt en tournée dans toute la France. Vous passerez par Melun, Rouen, Cherbourg, Lannion, Concarneau. On donnera plein de dates pendant l'émission. Vous dire que c'est un humoriste près de chez vous. C'est important. C'est pas que Paris, je veux dire. Où vous jouez aussi, bien sûr, bientôt à l'Européen. Alors vous êtes dans une veine, en tout cas proche d'humoristes comme Dedo qu'on a reçu récemment, Blanche Gardin ou Pierre-Emmanuel Barré, avec qui vous travaillez un petit peu, dans un plateau qui s'appelle notamment Les Insolents. Et je laisse Alex Vizorek vous cuisiner. Mais oui, on est content de vous faire venir parce que on essaye aussi d'avoir les nouveaux talents. Il y a 1 an et demi, on avait Fari. Et aujourd'hui, on l'a fait découvrir sur Inter. Et ce matin, il était chez Augustin Trapenard et l'autre tout fier de poser des questions d'un télo, tout ça. Alors, normalement, dans 1 an et demi, vous allez faire Tu vas me poser des questions d'un télo? Non, c'est Augustin Trapenard qui va vous poser la question qu'il a posée à Fari ce matin. Donc, concentrez-vous, préparez-vous à répondre à ça. Quand est-ce que vous avez su que votre place, elle était sur scène? Tout de suite? Très jeune? Quand il n'y avait plus de place dans le public. Non, elle est bonne cette question, c'est pour ça que je me suis permis de la reprendre. Quand je me suis rendu compte que ça rapportait pas mal de pognon d'être seul sur scène, plutôt qu'à plusieurs. Vous avez commencé à plusieurs? Ouais. Ouais, j'ai commencé à plusieurs, une troupe de théâtre, et puis on gagnait pas trop de sous, et puis tout seul, en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus rentable. Mais on a l'impression, là, vous avez une trentaine d'années, que vous vous réaiguillez un peu systématiquement. C'est-à-dire qu'il y a eu du HEC, mais vous avez dû vous rendre compte que vous étiez pas fait pour l'école de commerce. Non, j'ai fait 2-3 mois d'HEC. Voilà, c'est dur. On parlera de d'élite tout à l'heure, justement. L'élite, elle est compliquée là-bas. Et puis, on vous a découvert, enfin, pour ceux qui regardent France 2, dans On ne demande qu'à en rire aussi. Et ce que vous faites aujourd'hui sur scène et ce qui vous définit aujourd'hui, c'est plus exactement ce que vous pouviez faire là-bas. N'a rien à voir. Là, est-ce que vous avez l'impression de vous être trouvé? Oui, je pense que depuis hier, là, c'est bon. Je me suis trouvé hier. Grâce à l'alcool, notamment. Mais non, je crois que ça y est, je commence à me trouver. Mais je pense que c'est normal dans l'évolution d'un artiste. On peut pas tout de suite savoir ce qu'on fait, et même dans l'évolution d'un homme, non? Ah, c'est beau. C'est pour ça qu'on l'a invité aussi, Aymeric Lompré. On vous qualifie souvent d'humoriste qui va dans l'humour noir. Est-ce que vous acceptez cette étiquette? Moi, je pense qu'à partir du moment où on dit qu'on fait de l'humour noir, on arrête de faire de l'humour noir. Oui. Donc, non, je fais de l'humour, quoi. Pas de l'humour noir spécialement. Il y a un peu d'absurde. Il y a l'absurde, ouais. Ça me fait pas mal délirer, l'absurde. On est à côté d'un des rois de l'absurde. C'est moi qui regarde en disant ça. Alors, moi, j'ai une question. Comme on a une tablée d'humoristes, y compris Clara Dupont-Moreau, qui progresse énormément. Est-ce que l'humour, c'est pas l'humour? Il y a toujours de l'absurde, non? Si on veut faire rire. Oui, moi, je sais pas s'il y a toujours de l'absurde, mais j'ai toujours l'impression qu'à chaque fois qu'on présente un humoriste, qu'on dit qu'il fait de l'absurde. Décalé. Ou du décalé. Ou ironique. C'est un peu ironique. C'est déjanté. Il est déjanté. Ils sont en train de vous dire que vos questions sont toutes pourries. C'est pas les seuls, en plus. C'est assez rare. Franchement, vous êtes sans doute le maître Thomas VDB. Ah bon? Alors, il y a eu Rollin, il y a eu Ben, mais c'est vrai que c'est pas un qualificatif qu'on donne si souvent. Décalé, on le donne trop souvent. Ouais, si, moi je suis un peu d'accord avec Thomas, je pense qu'il y a de l'absurde dans tous les humoristes. Comment on peut faire rire sans absurde, ouais. Sans absurdité, même les stand-uppers, tu vois, il y a beaucoup d'absurdité. Ouais. Et du coup, il y a toujours un peu de noir, il y a toujours un peu... Parce que vous êtes quand même auto-appelés les insolents. Donc ce que vous venez de dire tout à l'heure... c'est de la merde. Ce nom, c'est vraiment de la merde. On voulait s'appeler les insomniaques, mais... non, les insolents. Mais après, c'est assez commercial de s'appeler les insolents, quoi. Pourquoi vous n'avez pas gardé les insomniaques? Parce que les affiches étaient déjà sorties. Je vais lire la phrase du dossier de presse, vous allez dire si vous reconnaissez.
nonchalant en apparence, pose son regard sur la cruauté du monde. Jubilatoire. Ça, c'est enculé. Est-ce que c'est vous, ça? Non, c'est pas moi, mais c'est pas mon métier de vendre mon spectacle. Moi, je fais que jouer, quoi. T'as pas une tête à poser ton regard déjà. Sur quoi que ce soit. Je suis plus comme Poser ça. ton regard. Bon, en gros, si vous voulez avoir le fils caché de Thomas VDB et de Blanche Gardin, il est là. Et c'est effectivement... C'est vrai, c'est pas mal. Ça vous va, ça? Dès janvier, en tout cas, vous entamez votre programmation à l'Européen. Vous jouerez 2 fois par mois et vous êtes en tournée dans toute la France. Vous avez fait aussi des premières parties de Blanche Gardin. Ouais. Pour faire la première partie de Blanche Gardin et devant son public, il faut avoir une filiation aussi d'humour. Vous êtes accueilli comment? C'est vrai que surtout depuis les Molières, la Blanche Gardin. Moi, je faisais les premières parties avant les Molières. Et il y a eu avant et après les Molières. Ah, tu connaissais avant, quoi. Ouais. Tu connaissais avant. Je suis pas allé en mode sucé. Alors dites-nous, c'est quoi l'avant et l'après Molière? C'est que les gens maintenant sont devenus hystéros avec Blanche Gardin. Ouais. Donc quand j'arrive, ils se disent 10 minutes et puis elle va arriver. C'est devenu plus difficile pour vous alors? Non, parce que Blanche est vraiment quelqu'un de très sympa. Du coup, elle fait en sorte que je sois dans les meilleures conditions. Mais c'est vrai que les gens sont très impatients de voir Blanche Gardin. Et quand ils me voient arriver avec mon t-shirt I Love Kev Adams, ils sont un peu déçus. Et pourtant, Eric Long... Aymeric. Mais il y a Eric dedans. Hein. C'est Corinne, appelons-le Corinne. Aymeric Lompré. Corinne, c'est très bien. Si vous ne connaissez pas, mérite la découverte. Bien entendu. Et pour le découvrir, notamment le 18 janvier à Guy Pavas à l'Alizé, le lendemain à Concarneau, le 21 janvier à Lille, c'est chez vous, Aymeric Lompré. Lille représente. Ben oui. Chain, when the door come apart, I will never be the same. All right. Hey. Yeah, I used to be a teenage drug taker. You said I just started cheese. Gonna be an undertaker for your heart. I found the keys. Oh, the keys to your heart. Yeah, I got them on my chain. When the door come apart, I'll forever do the same. All right. And the jury who saw the big blue policeman with a little black book. He wrote it down while he didn't look. Said, take no luck on your heart. He saw everything. All right, let's hear from the defense. Yeah. Hey. Yeah, that's good, baby. Well, that's good, baby. I was looking up the window, looking through the window, said, same. That's the key to your heart. That's the key to your heart. Oh, the key to your heart. Keys to Your Heart, c'était Joe Strummer avec à la batterie Thomas VDB sur la table du studio. C'est Aymeric Lompré, notre invité. Son spectacle s'appelle Tant pis, c'est de l'humour et il joue à Guy Pavas
On prononce pas le S. Ma grande spécialité, c'est de me gourer sur tous les bleds, mais c'est comme ça qu'on les retient. Oh, en plus, vous les appelez bleds, bien sûr. Sur toutes les belles villes et villages de France. Voilà. Je viens moi-même d'un bled. Ça, c'est vrai, par contre. Pour entourer Aymeric Lompré. Eh bien, vous avez entendu Guillaume Meurice. Le air guitariste, c'était Thomas VDB. Et la air chroniqueuse, c'est Clara Dupont-Molo. Et vous, c'est de la air information. Et c'est quand oui, même, ça, je le confirme. Ouais, d'accord. Je dis juste aux Français, on est en train de vous mentir et de vous manipuler. Le journal de presque 17h17. Ce sont vos impôts qu'ils payent. Et on commence par les titres. Ce matin sur France Inter, Benjamin Griveaux a attribué à l'historien résistant Marc Bloch une formule du penseur d'extrême droite Charles Maurras. Oui, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, il faut pas citer au hasard, sinon tu passes vite pour un connard. Le ministre britannique du Brexit, Dominic Raab, a démissionné et a immédiatement quitté ses fonctions. Eh ouais, il n'a pas fait de rab, Dominique. Pardon. Si, c'est un jeu de mots. Non, avec des jeux de mots comme ça, je vais finir sur Europe 1. Non, Ah oui, pardon, on a dit on ne fanfaronne pas avec nos excellentes audiences. Voilà. Vous êtes beaucoup plus nombreux qu'il y a un an. Voilà. Les brèves. Oui, je continuerai à faire des brèves. Sinon, on va finir par faire plus qu'RTL. On arrive, RTL, on arrive, ne vous inquiétez pas. Comme ils fanfaronnent. Ils n'arrêtent pas de fanfaronner depuis ce Et matin. on commence donc par cette erreur de Benjamin Griveaux. Oui, La République En Marche, ils sont pas au top en matière de citation. À commencer, on s'en souvient, par le patron. Comme dirait Michel Audiard, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Eh oui, c'était à l'époque Las Palais et Chevalier, bien évidemment. Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier aux 20h de TF1. Au sujet des Gilets jaunes, il a déclaré « J'entends la colère ». Oui, alors c'est bien beau d'entendre, mais c'est mieux de comprendre. Parce que moi, souvent, j'entends les chroniques d'André Manoukian, et ben, j'y comprends pas grand-chose. Le président qui a également admis ne pas avoir réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Il faut être patient, ça prend un peu de temps pour contracter le syndrome de Stockholm. Et selon un sondage, Ouais. 60... Attendez... Parce que en 70. Belge, 73. Voilà. 73. Ouais. C'est trop mignon. Excusez-moi, La Keblo, là. ça fait longtemps que ça m'était plus arrivé, la conversion en chiffres français. C'est l'effet Jean-Claude Van Damme. Selon un sondage, 73% des Français soutiennent la mobilisation des Gilets jaunes. Oui, je crois qu'il ne reste plus qu'une solution européenne, que tous les animateurs portent le gilet jaune sur le dos. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, on a dit. On ne fanfaronne pas avec les excellentes audiences. Ah, l'extrême droite. Oui, Marion Maréchal Le Pen jure qu'elle ne se présentera jamais contre sa tante. Et elle a juré sur la tête de sa tante, c'est dire si on peut lui faire confiance. La justice à présent avec le procès de Michel Fourniret, l'accusé a déclaré que s'il avait tué toutes ces jeunes femmes, c'est parce que sa première femme n'était pas vierge. Oui, si au temps de Jésus, Joseph avait réagi pareil, les débuts du christianisme auraient été un sacré carnage. International au Japon, Oui. le ministre chargé de la cybersécurité a avoué n'avoir jamais utilisé d'ordinateur. Et oui, mais c'est pas con parce que du coup, le mec, niveau cybersécurité, il prend aucun risque. Et ça, c'est assez malin. Technologie toujours, Oui. selon une étude, l'abus de réseaux sociaux est dangereux pour la santé mentale. Oui, Donald Trump a dit fake news. évidemment. Évidemment. People toujours. Ah, ça, c'est rigolo. Parfois confondu avec Stan Lee, notamment dans la presse Oui. en ce moment, Spike Lee a rappelé qu'il était bien vivant. Et oui, on attend évidemment un message rassurant de la part de Jacques Attali. Bien évidemment. Tu pourrais vraiment faire mes premières parties. J'aime bien celle-là. Et des brèves. Oui. Dans le Val d'Oise, Oui. un lycéen a été mis en examen pour avoir frappé et étranglé son professeur de mathématiques. Et oui, et ben ça c'est la destinée d'un prof de maths, finir la tête au carré. Évidemment, qui a fait des très bonnes audiences. Ah pardon, oh là, Voilà, dit. on n'aurait pas dit. Et la dernière. Et la dernière, une femme braque une pharmacie grâce à son sein. Et c'est véridique sur Twitter. Constance a déjà nié être la responsable. Merci Alex. Mais de rien, Charlie. À 17h25. Et donc avec tout ça, on fait des bonnes audiences. C'est-à-dire que les gens alors, écoutent. c'est les autres doivent pas être très bons. D'accord. Ouais, effectivement. D'écouter. Il est 17h25 sur France Inter et à Caluire, où notre invité, Aymeric Lompré, jouera le 14 février. C'est notamment dans la tournée de Blanche. C'est Ouais, en première partie de Blanche Gardin. Pour la Saint-Valentin. Ouais. Et vous serez le 16 février à Colmar, aussi au théâtre municipal. Ouais, en première partie de Tex. C'est top. C'est bien cette tournée. 28 février, Saint-Étienne. Festival Les Arts Burlesques. Oui, qui est un très bon festival à Saint-Etienne. On y va aussi. Là, nous. c'est votre C'est vrai spectacle. Avec toute qui Ouais. s'appelle. On y sera tous ensemble. De quoi, vous avez un spectacle ensemble aussi? On n'est pas là pour notre promo.
c'est rayé. Le spectacle s'appelle Tant pis. Allez, on aborde le premier sujet avec vous. Il y a Clara Dupont-Mono, il y a Thomas VDB. À force de brocarder nos élites, on en vient à se demander si on ne pourrait pas s'en passer. Est-ce que le pouvoir doit être forcément détenu par les meilleurs? Et les meilleurs en quoi, tiens d'ailleurs? C'est la couverture de Philosophie Magazine ce mois-ci. Les meilleurs en quoi? Tiens, oui, en placement immobilier, en philosophie, comme le suggérait Platon. Et si on se passe des élites, qu'est-ce qui nous attend? Le bololo, sans doute, en démonstration. Tiens, tu vas déposer ça dans les boulangeries. C'est comme ça que j'ai trouvé une Nevada. Urgent cherche ministre pour diriger la France du lundi au vendredi. Exactement. Les petites annonces déposées dans les boulangeries par le président Tuche sont un véritable succès. Ce sont en moyenne 200 Français par jour qui postulent pour le poste de Premier ministre. Jean-Paul Rouve dans Les Tuches 3, le film d'Olivier Barou qu'on utilise beaucoup en ce moment parce qu'on aime beaucoup montrer nos références et étaler notre culture. Alors, Aymeric Lompré, oui, cette question, je peux vous la poser de but en blanc et après on peut partir sur HEC, plein de choses, mais c'est la une de Philosophie Magazine. Finalement, on se demande, est-ce qu'on a besoin des élites ? Je pense qu'on en a besoin, mais ce serait bien que ça tourne un petit peu, quoi. Que ce soit pas toujours les mêmes, je pense. Qu'on leur applique aussi une forme de concurrence, peut-être. Voilà, une sorte de renouvellement de classe sociale et que ce soit pas toujours les mêmes. Que les règles qu'elles nous appliquent, on les applique à eux aussi, ça fait partie du dossier. De classe sociale ou de classe intellectuelle? Parce que vous disiez, est-ce qu'il faut que ce soit... C'est souvent en lien, c'est souvent lié quand même. Je vais vous dire, les pauvres sont moins malins? C'est dangereux de dire ça. Non, j'ai pas dit que les pauvres étaient moins malins, mais ils ont moins accès à la culture. Vous jouez un peu les faux maladroits. On l'a entendu dans le sketch, les petits extraits du sketch au début. Et puis votre spectacle s'appelle Tant pis. Quand vous jouez un peu le faux loser, perdant ou maladroit, est-ce que c'est une forme aussi de réaction au règne des élites, de la performance et ce dont on baigne dans la société? Ouais, mais à mon niveau, je pense, parce que même dans l'art en ce moment, dans les artistes, il y a beaucoup de winners, quoi. Beaucoup de winners. Il y a une élite de l'humour, de l'art en général, je pense. Ouais, de la musique, il y a des guerriers, quoi. Il y a des warriors de la promotion, de machin, et moi j'aime bien un peu prendre ce contre-pied, ouais. Et puis c'est mon clone. Clara, peut-être qu'on peut surtout dissocier les élites du rendement, justement, parce qu'au fond c'est aussi la question. La Philosophie Magazine le pose très bien, mais une élite intellectuelle, elle n'est pas du côté du rendement, de l'efficacité. Donc au fond, sauf médiatiquement peut-être. Peut-être, et encore pour vendre des livres. Ouais. Pour vendre des livres, mais il y a aussi une forme de noblesse de la pensée évoluée et excellente et plus haute que nous, et qui pourtant ne produit rien. Là, on est dans l'élite intellectuelle, qui, je trouve, assez différente de l'élite matérielle. Qui est moins présente que l'élite matérielle, quand même. Oui, il y a beaucoup exactement. De philosophes issus de la classe populaire. Et peut-être qu'un des soucis qu'on a aussi, c'est qu'on apparente l'élite tout court à l'élite matérielle, alors que peut-être que cette classe up, elle a moins à apporter que quelqu'un qui est hyper équipé intellectuellement parlant et qui peut nous apprendre des choses, nous éclairer, nous tirer vers le haut. Bien sûr, mais ils sont peu, je pense. Ouais. Et parlant d'élite matérielle, etc., vous évoquiez tout à l'heure, c'est vrai que vous avez entamé HEC, mais au bout de 3 mois, vous êtes parti. C'est une forme de fabrique d'élite, HEC? Ah bah ouais, le premier jour, t'arrives dans la prépa, ils te disent vous êtes l'élite de la France, quoi. Ah donc, oui. Ouais, ils te disent vous êtes le directeur. Tu savais pas, toi. Tu regardes autour de toi, t'as que des mecs avec des mèches blondes, des mecs de 18 ans qui ont des montres qui pèsent leur poids. Ouais. Et c'est vrai que ça sera l'élite de la France, ceux qui vont diriger nos entreprises, ceux qui vont. Ouais. Parce que c'est les entreprises qui dirigent la France, je pense. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, je vais me casser. Ils m'ont appelé Karl Marx dans la salle. Alors que j'ai voté pour eux, c'est une insulte. Mais ça vous a angoissé ou ça vous a rassuré que ce soit ces gens-là, au final, qui dirigent, vu qu'ils avaient l'air quand même sérieux par rapport à vous? J'étais un peu jeune pour avoir un avis vraiment fixé, mais je pense qu'avec le recul, ça me fait plus flipper que... Ouais, ça me fait flipper, ouais. Dans votre organisation, vous avez une tentation un peu nuit debout. L'organisation d'un spectacle, c'est quand même où vous êtes décidé d'être votre patron, où vous avez un producteur, puis il y a des intermittents qui gravitent autour. Est-ce que vous avez un tempérament à avoir une gestion horizontale des choses? Ouais, horizontale, c'est exactement ce que j'allais dire, horizontale. Bonne réponse. Il est bon. J'ai entendu le début de la question. Là, il y avait vraiment un piège. Est-ce que vous avez, c'est vrai. La question, la division du travail par l'horizontale. La tentation de Nuit debout. Nuit debout, le mouvement. Ouais. Dans son concept, c'est-à-dire pas d'hierarchie. Alors, de l'anarchie, quoi. Dans votre foot. Ouais.
Bah, Nuit debout, ça n'a pas vraiment fonctionné, si Non, je me c'est souviens vrai. bien. Ouais, Mais ça peut être un concept de Je vais essayer que mon fonctionnement. spectacle marche, moi. En tout cas, Philosophie Magazine donne aussi des exemples de coopératives, de scope, etc. Où, quand le patron est parti avec tous ses cadres, et les employés sont restés et ont décidé de s'organiser en se disant, on n'a pas besoin des élites, on va se débrouiller tout seul. Il y a de très, très beaux exemples dans Philosophie Magazine ce mois-ci. Lui, il est un petit peu Nuit debout, je crois. Un peu Nuit debout. C'est Thomas VDB. C'est mon style, Nuit debout. Bonjour à tous. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'émission Incroyable Talent. Alors, c'est la deuxième fois depuis que je suis dans l'émission que je parle de Incroyable Talent. Alors, je précise que si un gars écoute l'émission pour la deuxième fois de sa vie aujourd'hui et que l'autre fois, c'est la première fois que j'en ai parlé, je précise, je parle pas d'Incroyable Talent à chaque fois, hein, quand même. Des fois, je parle de choses beaucoup plus intéressantes comme Alors, en plus, je regarde jamais Incroyable Talent, mais j'ai un pote qui regarde et qui m'en parle de façon hyper convaincante à chaque fois. Il en parle vraiment, je vous jure, avec un talent incroyable. Je vais conseiller de s'inscrire à l'émission d'ailleurs pour en parler. Alors, donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a pas longtemps, il y a un gars qui est passé dans l'émission et son incroyable talent, c'est de chanter exactement comme Johnny Hallyday. C'est hallucinant, vraiment, tu l'entends, tu te dis, mais Johnny, il est pas mort en fait, on y a juste changé toute sa peau. Et en fait, le gars, physiquement, non, parce qu'il ressemble plutôt à Danny Briand, mais la voix, j'avais jamais vu quelqu'un imiter Johnny aussi bien. Et perso, moi, je peux vous dire, je suis pas fan de Johnny. Et ben, je peux vous dire, quand j'ai entendu le gars, j'ai fermé les yeux. J'étais exactement pas fan, comme si c'était le vrai Johnny. C'était bluffant, vraiment bluffant. D'ailleurs, le gars, il finit sa prestation et tous les gens dans le studio, ils sont sonnés, vraiment, ils viennent de vivre un truc mais surnaturel. Les présentateurs, ils disent, franchement, tu es la réincarnation de Johnny. Ils disent, t'es pas imitateur de Johnny, tu es Johnny. Hein, le gars, je pense, il est sorti de scène, il devait se sentir comme Jésus 3 jours après sa mort à Pâques. Il était là, je suis ressuscité, c'est sûr. Voilà. Johnny revient. Et là, ça s'emballe. Figurez-vous, ça s'emballe. Parce qu'un des paroliers historiques de Johnny vient de dire qu'il allait écrire un album pour le gars, qui du coup va se retrouver à enregistrer des titres que Johnny avait validés avant sa mort, mais qu'il n'avait pas eu le temps d'enregistrer. Et le gars se retrouve qu'il va aller enregistrer un album à Nashville. C'est-à-dire que le gars récupère les chansons de Johnny, les potes de Johnny, la carrière de Johnny. Grosso modo, il a dit, bon, c'est bon, tu prends le relais, maintenant c'est toi, Johnny. Hein, okay. Alors pour le mec, c'est génial, parce qu'à la base, il est fan de Johnny. Oui, évidemment, ça doit être pénible dans la vie. Imagine, t'es sosie vocal de Johnny, mais t'es pas du tout fan de Johnny. Au repas de famille. Eh Michel, tu nous chantes Allumer le feu. Vous me faites chier, vous me faites nos chier. C'est vrai, ceux qui doivent avoir un peu la haine, en plus, c'est tous les sosies de Johnny qui étaient là depuis des années. Les gars, ils sont là, attends, ça fait 40 piges qu'on tape la nuque longue et la banane, quand même, c'est relou. Les tatoueurs qui vont être obligés de retoucher des tatouages pour transformer la tête de Johnny en tête vaguement de Danny Briand. Voilà, bon courage, les tatoueurs. Mais en tout cas, je crois que ça en dit long sur la misère dans laquelle se trouvent les maisons de disques aujourd'hui. Alors l'avantage aujourd'hui, c'est que si tu meurs avec tes chanteurs, en fait, t'es pas vraiment mort. Hein, l'an dernier, après 8 ans à nier, Sony a fini par avouer qu'ils avaient en fait sorti des nouveaux titres de Michael Jackson, où en fait, c'était pas lui qui chantait, c'est un imitateur. Et c'est vrai que c'est bizarre, parce que depuis 2009, Michael Jackson, il a sorti 2 albums et 5 best-of. Il est pratiquement plus productif depuis qu'il est mort que quand il était vivant, Michael Jackson. C'est un peu bizarre. Et c'est la preuve qu'on a de plus en plus de mal à se faire à l'idée de la mort des artistes, je pense. Du coup, les maisons de disques, elles en profitent. Et pour lutter contre le téléchargement illégal, elles vont encore plus loin dans l'exhumation générale. On a eu les albums posthumes, les duos avec les chanteurs morts, les hologrammes de chanteurs morts. Voici venus les albums de sosies vocaux. Alors ils essayent même plus de nous embrouiller. Direct, ils nous disent, alors c'est pas le même, mais il a la même voix. Hein, voici un Johnny tout neuf. Voilà, on a changé les piles, il est tout neuf. Même le foie est neuf. Donc, c'est dire, là, vous pouvez y aller, vous reprendrez bien 50 ans de Johnny. Top Johnny, c'est reparti. Merci à tous. Thomas VDB. Et comment enchaîner entre vous, VDB, et ce qui arrive derrière, le Requiem pour un con de Serge Gainsbourg? Il faut que je gagne du temps en annonçant que vous jouez à La Cigale le samedi 8 décembre, et vous jouez même 2 fois, à 16h30 et à 20h30. Voilà, pour donc ce qui est du choix du disque qui vous succède, Thomas VDB, je laisse voir ça avec notre programmateur musical, Djoubaka. Vous écoutez France Inter, nous sommes en compagnie d'Éric Lompré. Éric Lompré. En plus, c'est une vanne de mon spectacle. Ça doit être ça. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de
toi-même. Pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Que tu n'es pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même. Pauvre con. Pauvre con. That's it, man. Pauvre con. Pauvre con. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Je l'ai composé spécialement pour toi. Ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même. Pauvre con. C'était le remix de 91, vous l'aurez reconnu, du Requiem pour un con. Aymeric Lompré est avec nous. Son spectacle s'appelle Tant pis. Il le joue les 14 et 15 décembre à Troyes, le 22 décembre à Étampes, en janvier 11 et 12 à Rouen, puis vous passez par Libourne aussi en janvier, Marseille en février et Saint-Étienne à la fin du mois au festival Les Arts Burlesques. Tant pis, ça s'appelle. Oui. Et c'est Aymeric Lompré avec nous. À côté de vous, il y a Guillaume Meurice. Oui, alors on va commencer par un petit quiz. Qui a dit « Je vais revenir » Est-ce que c'est François Hollande, le virus Ebola ou le scénariste de Taxi? Eh ben, c'est les trois. Oui. Les trois, malheureusement, c'est les trois. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser donc à François Hollande. Parce que c'est la star des libraires en ce moment. Qu'est-ce qu'il vend comme bouquin? Comme Éric Zemmour. Autant dire qu'avec Richard Cœur de Lion, c'est le flop. Clara, vous n'avez rien pigé du tout. Pour défoncer des crânes avec des épées, il y a du monde. Mais bon, voilà, pour défendre Pétain ou pour se faire gauler en scooter avec des croissants, il n'y a plus personne. Riri, il n'était pas là. Donc Hollande revient en politique. Les gens sont comme des dingues, il faut le dire. Il y a eu des émeutes à Tulle, puisque 6 personnes se sont réunies au bar PMU Le Jaurès. Ce qui n'était pas arrivé depuis la conférence de Michel Sapin sur comment rester glamour avec un nom de cercueil. Et à Paris aussi, c'est la folie dans les rues. Moi, je suis allé voir les gens ce matin, des tarés. J'ai eu du mal à les contenir. C'était le bololo, tout simplement. Alors, on commence avec un premier citoyen qui pense que François Hollande va sans doute faire quoi? Il va peut-être mettre de l'eau dans son verre. Il va mettre de l'eau dans son verre? J'ai l'impression, oui. C'est-à-dire? Les conneries qu'il a fait, il ne fera peut-être plus. Ah, c'est possible. Ah oui. Voilà, avec l'expérience, on apprend. Avec l'expérience, on apprend. D'où l'expression mettre de l'eau dans son verre. Il y a de la moquerie. Je suis taquin, je suis un peu pervers, c'est mon côté socialiste. Mais bon, en même temps, la langue française évolue. C'est pas à peine de monter sur vos grands cheveux. Comme dirait François Hollande, on va pas en faire tout un chômage. Allez, on continue dans l'allégresse et la joie populaire face à ce retour. Qu'il fasse une grande sieste et qu'on le revoie plus. C'est vrai, à ce point-là, vous lui en voulez Beaucoup. Il a fait naître beaucoup d'espoir. Moi, j'ai pas cru. Mais ça a été au-delà de la déception que j'attendais. Il vous a déçu encore plus que vous pensiez déjà être déçu? Ah oui, parce que ça, je m'attendais à rien, mais pas à ce point. Je m'attendais à rien, mais pas à ce point. C'est joli. C'est la force de François Hollande. Ça, c'est joli. Tu te dis, le quinquennat va être moisi, et ben t'es même déçu par le moisi. Tu te dis, putain, le moisi, il se rend pas un moisi de qualité. C'est une performance. Alors, essayons d'avancer. Ce monsieur non plus, il souhaitait pas son retour pour une autre raison. Mon frère a fait de la politique à Tulle. Ouais. Et il m'a dit c'est un homme qui n'a pas de conviction. Je crois que c'est ça. Il a pas de ça, c'est peut-être une qualité en politique. Faut voir où ça l'a amené. Président. Oui, c'est vrai. Il me semble quand même, c'est l'objectif. Depuis quand il faut des convictions pour être élu? Putain. Aux États-Unis, ils ont élu un balai à chiottes. Nous, on a un mannequin de chez Kenzo qui se prend pour Kennedy. On s'en fout des convictions. Puisqu'on parle de gens qui ont des convictions, cet autre monsieur, il n'était pas non plus pour le retour de François Hollande, mais il regrette qui? Manuel Valls, lui, était taillé, mais maintenant il est parti en Espagne. Maintenant, alors. Vous regrettez Manuel Valls? Oui, je préfère.
Et vous êtes la seule personne en France qui regrette Manuel Valls. Il était bien. Là, mettons, je pense qu'à droite, il y a quelqu'un, moi je pense qu'il a un discours, mais il a déjà été ministre. C'est Xavier Bertrand. Je pense qu'il a des bonnes idées. Pas de François Hollande, mais Manuel Valls et Xavier Bertrand. Bah actuellement, oui. Eh ben, une belle perspective d'avenir, je dirais le ticket Manuel Valls, Xavier Bertrand, ça fait envie tout de suite. Hein. Alors ça fait envie de s'ouvrir les veines avec un ouvre-boîte, mais ça fait quand même envie. Dommage que Pasqua soit mort, on l'aurait rajouté à la liste. Alors à force de chercher, je vais vous dire, j'ai quand même trouvé un fan de François Hollande et un jeune en plus, et ça fait plaisir. Moi j'aime beaucoup François Hollande en fait. Moi je trouve que c'est quelqu'un qui avait une vraie humanité et il avait ses défauts comme tout le monde, mais il était... on pouvait l'imaginer mettre ses chaussettes, quoi. Enfin, c'était un mec comme nous, en fait. C'est vrai qu'il faut voter pour un président qu'on imagine mettre ses chaussettes. Vraiment, je dis ça sans déconner. Non, on n'est pas là pour déconner. Hein. C'est vrai que Macron, il doit avoir un conseiller par chaussette. Hein. Et c'est Christophe Barbier qui les lave avec sa propre bave. Donc, je veux dire, ne négligeons pas les chaussettes dans une élection. Alors, comme je tenais un fan vraiment de François Hollande, je ne l'ai pas lâché. Hein. C'est quand même pas tous les jours qu'on a une espèce classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en face de soi. Alors, je lui ai rappelé quand même la fameuse guerre à la finance. Ouais, bon, la guerre à la finance, ça a été un peu exagéré aussi par les médias, quoi. Mais bon, non, moi j'aimais bien Hollande, ouais. Ah, c'est de la faute des médias ? Il n'était pas contre la finance, il était contre la finance devenue folle. Donc, mais quand il dit mon adversaire, c'est le monde de la finance, est-ce que c'est les médias qui ont écrit son texte du Bourget ? Non, c'est pas les médias, mais bon, maintenant je suis mal à l'aise, donc je vais jeter une boule ninja et disparaître. Ah, excellente méthode, la boule ninja et la disparition. Méthode dite de Alex quand Charline Le Gaulle sur cougar.com. Alors, avant que ce soutien de François Hollande disparaisse définitivement, j'ai quand même eu le temps de lui poser une dernière question. Qu'est-ce qu'on retient du quinquennat de François Hollande ? Je retiens un climat beaucoup plus apaisé qu'à l'époque de Sarkozy ou que maintenant à l'époque de Macron. Au moment de la loi travail, c'était apaisé. Vous avez le droit d'utiliser une deuxième boule ninja. Voilà, ça y est, il a disparu. Et c'est ça qu'on retient du quinquennat de François Hollande, c'est l'utilisation de la boule ninja de disparition. C'est ce qu'il a fait de mieux dans son mandat, de disparaître. Alors c'est pas le moment de tout changer. Allez François, tiens bon, le changement, c'est toujours pas maintenant. Guillaume Meurice, merci Guillaume. Nous sommes en compagnie d'Aymeric Lomprey. Et pendant la chronique de Guillaume, votre producteur a appelé. Aymeric, j'ai une annonce à vous faire. Vous êtes prolongé à l'Européen jusqu'en avril. C'est pas vrai. C'est pas une blague. Aymeric, une demi-heure d'émission de Par Jupiter et vous remplissez l'Européen et en prolonge. J'étais dans une salle de vin et là c'est dingue, hein. Blanche Gardin fait de votre première partie, c'est Blanche Gardin. La première partie. C'est vrai qu'il est aussi en première partie de la tournée de Blanche Gardin, mais il a son spectacle à lui qui s'appelle Tant pis, et donc on pourra vous voir à l'Européen dès janvier en tout cas. Et trop puis cool, dans merci. toute la France. Bah, écoutez, dites merci à votre producteur qui a appelé pendant l'émission. Voilà, alors on va aborder ce deuxième sujet avec toujours Clara Thomas VDB. Les Football Leaks ont révélé que le joueur N'Golo Kanté avait refusé de céder à la tentation d'un montage fiscal, alors que Neymar réclame 375 000 € par mois pour aller saluer les supporters. Et ouais, N'Golo Kanté était déjà champion du monde, il devient une sorte de héros national. N'Golo Kanté, pa la 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 la. N'Golo Kanté, pa la 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 la. Il est petit, il est gentil, il a stoppé. N'écoutez pas Alex, ça vous fout le seum. Ouais, ça suffit, c'est bon. Je pense qu'on a compris l'idée. Vous avez gagné. Je suis sûr qu'Umtiti se fait tout payer aux îles Caïmans, qu'il faut le virer de l'équipe de France et nous donner la Coupe du Monde. C'était donc Paul Pogba et toute l'équipe de France qui célébraient leur camarade N'Golo Kanté. C'est pas commun cette information. Il y a des révélations. Maintenant, la révélation des Football Leaks, c'est qu'un mec paye ses impôts sans montage fiscal. Déjà, est-ce que c'est une information ? Parce que vous regardez aussi Aymeric Lomprey, la politique, la société, vous regardez ça de près. Surtout le foot, je regarde. Ah oui, aussi. Comment vous réagissez face à ça ? C'est un sujet presque inspirant pour un humoriste, non ? Le foot. Bah non, ce cas-là de. Ah ouais, ce cas-là. Je pense que comme vous dites, le plus incroyable, c'est qu'on trouve ça incroyable que quelqu'un paye ses impôts, quoi. Ouais. Mais dans l'article, ils disent qu'au début, il a hésité un peu, non ? Il voulait le faire, puis après, il se dit, ça craint. C'est qu'on lui a proposé. Peur de se faire gauler, en fait. Je pense qu'à ce niveau-là, il a des comptables et un entourage qui dit voilà ce qu'on te propose, etc. Et puis il a fini par freiner, oui. Ouais, et puis lui, c'est même pas lui qui décide. Il a quoi ? Il a 20 ans, le gars, non ? Même pas, 22 ans. Mais même si vous aimez ce sport, ça vous semble pas vertigineux qu'il soit gangrené par ces sommes folles, en fait, que ça pervertisse tout, quoi. Ouais, mais là, depuis un petit moment, depuis le transfert de Neymar en France, là, c'est devenu n'importe quoi, le championnat. Et le foot, même l'image pour les jeunes et tout, c'est pas ouf, là.
Mais moi, j'adore ce sport, mais c'est vrai que... Ça devient abstrait au bout d'un moment, les sommes versées. Ça devient... on n'arrive même pas à se 375 figurer... 000 euros par mois pour aller juste dire coucou, daigner aller bouger son boule pour aller dire bonjour. C'est assez simple, c'est-à-dire que si pendant 2 week-ends, les gens ne regardent pas Canal+ ou ne vont pas au stade, la solution, elle est trouvée. Mais il faut déjà s'organiser. Mais le plus déplorable, je trouve, c'est que le prix des places est devenu de plus en plus cher. Et on revient une fois plus... Il n'y a plus de classe populaire dans les stades. Hein. Alors qu'avant, il y avait beaucoup d'ouvriers. C'était un peu le sport des ouvriers. Ouais. Et là, maintenant, la place au PSG est à 70 €, je crois. N'Golo Kanté, est-ce qu'il peut être un modèle cette facette-là de sa personnalité? Il est trop petit. Parce que c'est un... Alors moi, je connais pas bien le foot, mais c'est un récupérateur de ballon hors pair. Ouais, c'est un peu le chien du terrain. C'est bon, et c'est généreux, ça, déjà. Il récupère les ballons pour les autres. Il transpire, à la fin du match, il a transpiré. Il court beaucoup. Ouais. Et cette facette-là, c'est-à-dire de probité, d'aller à l'encontre de cette folie du football, est-ce que vous pensez que ça touche la jeunesse? C'est quelque chose... Ouais, je pense que c'est un bon exemple, N'Golo Kanté. Ouais, ça va motiver plus de jeunes à vouloir courir sur le terrain et pas faire que des gestes techniques, quoi. Oui, aussi. Et puis il a ce côté extrêmement sympathique. Il a l'air presque s'excuser d'être là, d'être... Gogol un peu. Ouais. Non, pas Gogol, mais justement, on peut se mettre à sa place, s'identifier. Et puis il y a eu cette fameuse histoire où il est allé dîner chez des gens parce qu'il avait raté son dernier train, et des gens qui lui ont dit, bah tu sais quoi, viens chez nous. Qui connaissaient pas. Et il est allé, et puis il y a eu 2-3 selfies, et il avait l'air tellement sympathique. Et donc ça nous change de Ribéry et de Benzema, qui certes sont des grands joueurs. C'est la gentillesse à l'état pur qui est hissée comme valeur et où tout le monde l'aime. Putain, c'est beau. Mais c'est un mec qui était en D2 il y a pas longtemps, quoi. Il y a 4-5 ans, il était en Ligue 2. Donc, on a vu. Il va changer, vous pensez? Vous pensez qu'il va changer? Non. Le connaissant, N'Golo. Non, ça m'étonnerait. Aymeric Lompré est en notre compagnie. Et Clara Dupont-Mono aussi. Bonsoir. C'est le jour où vous nous conseillez un livre en lien avec l'actu, bien sûr. En lien avec l'actu. Et l'actu, Charline, c'est aussi ce fait divers lu dans La Voix du Nord, alors qu'il n'est pas marrant. Mais il se trouve qu'un canot pneumatique vide et un sac de couchage ont été retrouvés en pleine mer au large de Calais. Et il n'y avait pas de traces de corps. Et il ne faut pas être académicien pour imaginer que des malheureux sont éventuellement tombés à l'eau en essayant de gagner l'Angleterre. Et ce fait divers, quasiment anonyme, il est passé, il n'a pas été relayé par les grands médias. Et à un moment, la question c'est, en tout cas ma question, mais je suis sûre que vous la partagez, c'est à quoi ressemblent toutes ces vies de migrants, ces vies qui ont été englouties sous les vagues ou qui sont en attente dans les camps de Calais ou dans une antichambre du palais de justice. Et il n'y a que la littérature qui peut répondre, il n'y a que la littérature qui peut se glisser dans les plis de l'exil, en restituer toute l'intimité qu'en général on ne lira pas dans une dépêche AFP. Et j'ai là un magnifique exemple avec un livre qui vient de sortir et qui s'appelle Pirate numéro 7 de Élise Arfi. Il se trouve que Élise Arfi, elle est avocate. Et un jour, elle a été commise d'office pour une affaire assez terrible. Le 8 septembre 2011, au large du Soudan, un canot chargé de 9 pirates soudanais a attaqué un catamaran. C'était sur le catamaran, il y avait un couple de Français qui étaient partis faire le tour du monde. Donc les pirates attaquent, le monsieur est abattu sous les yeux de son épouse, ça vire complètement au carnage, et finalement la marine espagnole a encerclé le canot. Et voilà les pirates soudanais qui ont été transférés en France, et le dossier, hop, il tombe sur le bureau de Élise Arfi. Alors elle a dû défendre le plus jeune des pirates soudanais, le plus déphasé, le plus maigre, le plus chétif. Il s'appelle Farhan, et dans la procédure, il est désigné sous le nom de pirate numéro 7, d'où le titre du livre. Visiblement, il n'a pas 18 ans. D'ailleurs, il dit qu'il est né en 1995. Or, là va se jouer le nœud de la procédure judiciaire parce que la justice va décréter qu'il a 18 ans. Et c'est une catastrophe parce que le régime carcéral pour adultes est beaucoup trop sévère pour un mineur. Donc Élise Arfi se bat, elle montre, preuve à l'appui, que les examens dentaires et osseux sont très relatifs. Rien à faire, je cite, la justice lui dénie sa minorité. En sous-texte, Farhan est un menteur qui cherche à abuser la bienveillance du système pénal français. Et à partir de ce moment-là, avec ce petit livre très bref, on est propulsé dans le procès de Kafka, c'est-à-dire quelque chose d'hyper absurde et d'hyper violent. Et le lecteur découvre ce qu'on appelle le choc carcéral, c'est-à-dire que c'est l'entrée en prison qui rend fou. Alors, il y a des chiffres, mais certains se suicident, d'autres sont internés, et ceux qui en sortent, on les retrouve errants dans le métro parisien. Farhan, comme les autres, il se prend le choc carcéral de plein fouet.
Il aurait fallu, je cite, éviter à tout prix de se faire remarquer, rester tranquille, même si on y éprouve la plus grande répugnance. Qui est-ce qui dit ça ? C'est Joseph K. dans le procès de Kafka, justement. Mais bien sûr, c'est impossible. Farhan se met à appeler sa mère tout le temps, il se fait maltraiter, il ne se lave pas, il comprend rien au fonctionnement des repas de la prison, donc il ne mange pas, et puis il finit par boire de l'eau de Javel, c'est un désastre. Élise Arfi, de son point de vue, elle outrepasse complètement sa fonction d'avocat, elle le sait, elle l'assume parce qu'elle n'a pas le choix, mais elle outrepasse sa fonction d'avocat de la même façon que Joseph Kessel outrepassait sa prétendue objectivité de journaliste ou que Lévi-Strauss a outrepassé sa neutralité scientifique d'ethnologue. Elle dit « C'est alors que j'admets une fois pour toutes que le seul lien de Farhan avec la France, c'est moi, pour le meilleur et pour le pire. » Alors évidemment, surtout pour le pire. Farhan déteste, en tout cas il épuise son avocate, Élise Arfi, qui en fait est le seul morceau de France qu'il a autour de lui, à qui il peut se raccrocher, et en même temps qu'il rejette parce que c'est profondément injuste. Élise Arfi, elle tient bon, elle lâche, et surtout, elle lutte contre son propre corps de métier. Ce qu'elle vit, c'est une perte de foi. C'est une perte de foi en un système judiciaire que l'on croyait justicier, et c'est une confiance qu'elle perd. Et en même temps, elle le dit en sous-main, mais il faut se souvenir que la vraie foi suppose la remise en question d'elle-même. C'est-à-dire que la vraie foi accepte de se soumettre au doute, sinon on appelle ça un dogme. Et ce qu'on lit justement, c'est une mise à l'épreuve de cette foi. Élise Arfi se souvient de son serment d'avocat, elle s'y accroche, à la fin elle gagne une manche, à la fin Farhan sourit, c'est pas gagné mais il sourit, et elle cale comme lieu de rendez-vous avec lui la place de la République, et c'est tout un magnifique symbole. Je vous redonne les références. Pirate numéro 7 de Élise Arfi est paru chez Anne Carrière. Merci Clara Dupont-Mono. On va aborder ce dernier sujet tous ensemble avec Aymeric Lompré. Florence Foresti interdit les téléphones portables dans ses salles de spectacle. Florence Foresti, Jean-Michel Blanquer, même combat. C'est une première en France. Le spectateur est donc tenu de poser son portable à ses pieds dans une pochette verrouillée. Et nous, on a un truc pour contourner cette interdiction. Je vais vous offrir le tout dernier téléphone miniature. Je viens de vous installer le tout dernier téléphone molaire. Pour décrocher, c'est très simple. Une pression entre les deux dents, comme ceci. Et pour les SMS. C'est un extrait du film 00, film de Gérard Pires. Il l'avait, Aymeric. Je l'avais. Alors, le nouveau spectacle de Florence Foresti, il faut dire, repose sur notre addiction au portable, les ordinateurs, les applications, etc. Donc, il y a le fond et la forme. Hein. C'est pas que pour le plaisir d'emmerder les gens. Vous êtes professionnel dans le secteur, Aymeric Lompré. Tout à fait. Quand vous avez vu, c'est une première qu'un artiste dise voilà, je veux pas de portable. Donc, En France, ouais. En France, ouais, on a bien encore sûr. copié les Américains. C'est-à-dire qu'on vous les laissez pas à l'entrée parce que c'est trop de bordel à la sortie pour récupérer le vôtre, puis on a peur de le perdre, on peut prendre cette responsabilité. Mais on distribue des pochettes verrouillées, vous laissez le téléphone au pied de votre siège. C'est ça qu'elle veut faire, alors elle l'a fait déjà en cours. Elle l'a fait déjà. Et c'est une sorte de torture parce que vous voyez le téléphone qui, l'écran s'illumine quand vous avez un texto, mais vous n'y avez pas accès parce qu'il est sous scellé, votre téléphone. Mais si on dit non. Ah, On rentre vous pas. rentrez On pas. rentre pas. Non. Mais ça fait long, c'est depuis toujours en fait. On annonce au début des spectacles qu'on l'éteint. On l'éteint, oui. Bon, mais là on fait tout un fromage de l'interdit, mais bon, c'est comme avant, non? Non, là, il y a carrément une pochette. C'est-à-dire qu'on Oui, mais c'est parce qu'elle a plus de moyens. Non? Toi, tu te demandes de casser les téléphones. Ça vous est jamais arrivé, Thomas VDB, que quelqu'un mette le téléphone sur vibreur et qu'il essaye un peu de filmer votre spectacle ou qu'il consulte l'heure ou la météo pendant votre spectacle? Si, ça peut arriver, mais pas au point que ce soit gênant, ou du coup c'est une occasion d'improviser, de faire un échange en général. Je pense aussi peut-être qu'on sous-estime l'idée d'une assemblée immense, parce qu'elle joue devant des publics quand même très grands, et d'avoir des gens qui filment pendant que vous êtes sur scène et qui ne vous regardent pas, et qui regardent leur écran parce qu'ils sont en train de vous filmer. Alex? Mais il n'y a pas besoin d'avoir des gens de téléphone pour pas te regarder quand tu es sur scène. Non, c'est pas pareil. C'est un peu ça, mais c'est pas ça. Moi je suis allé voir Kevin Hart, une des plus grandes stars des États-Unis, à l'Olympia.
mafia, il y avait des gens dans les rangs qui vous mettaient une lampe torche dans la tronche si vous sortiez votre portable, ne fût-ce que pour regarder un texto. En fait, la crainte, c'est qu'on enregistre une ou deux vannes et qu'elles sortent sur les réseaux, parce qu'autant une chanson, peut-être vous avez envie de l'entendre chanter par son créateur, autant une vanne, si elle est faite, vous ne rigolez plus. Ça marche une fois. Ouais, mais il faut faire confiance au public, à un moment donné, il faut faire confiance aux gens. C'est ce que j'allais dire. Des flics, on a des flics dans la salle. On laisse le mot de la fin à Émeric là-dessus. Faire confiance aux gens, mais... c'est un beau mot de la fin. Allez, on revient dans vos cordes avec de la comédie. Et oui, à la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité, un rôle que sans doute vous n'aviez pas pensé jouer, le rôle de Mohamed VI, roi du Maroc. Je fais l'accent et tout. Alors, ça dépend. Ça, c'est vraiment, on laisse l'acteur Ça dépend si on est sur une fin de carrière ou pas, de la part d'Éric Lompré. Parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est allé inaugurer la première ligne TGV sur le continent africain. Guillaume Meurice est Emmanuel Macron. Charline, vous êtes Brigitte. On se rend dans le TGV. Je vais même vous dire où il est. Il est entre Casa et Tanger. Alors, Mohamed, dites-moi cette nouvelle ligne. Elle part de Casablanca, elle passe par Rabat pour finir à Tanger. Ah, c'est génial pour vous. Votre palais est à 1h30 de Tanger. Vous pourrez profiter de la richesse culturelle de la ville. Oui, enfin, ça me permettra surtout de faire la fête jusqu'à 6h du matin au Macumba de Tanger. Ah oui, ils sont pratiques, hein, ces TGV. Ah, moi j'adore ça, les TGV. J'en prends 4 ou 5 par soirée. Pardon, je ne comprends pas. Des TGV, le cocktail. Mais Monsieur 6, non, moi je ne comprends pas. Eh ben, le cocktail TGV. Tequila, gin, vodka. Bonjour, contrôle des billets, s'il vous plaît. Attendez, monsieur est roi du Maroc, hein, donc... Oui, moi je suis la Castafiore. C'est-à-dire... Il a passé papier, très bien. Amende double facturation, vous avez une carte de réduction? Ah non, je vois que vous n'avez pas acheté le savoir-faire français, là. Ça fera 627 €, s'il vous plaît. Vous avez également pris le personnel français, je vois. 35 ans de SNCF, hein. Merci, monsieur, dame. Et nous, enfin, vous nous contrôlez pas? Non, je contrôle que les Noirs et les Arabes, quand même. En tout cas, on est ravis d'être là. Hein. Voulez-vous que nous allions au wagon-bar? Ah oui, ça, le bar, j'aime bien. Allez, on va mettre le bololo là-bas. En plus, ils se sont adaptés à la culture locale. Ils font des macroutes en triangle délicieux. J'ai vu, mais 24 € le macroute. Ça marchera, en France, les voyageurs achètent. Le principe du monopole dans le train, c'est génial. Oui, mais bon, pour 24 €, on a 3 consos au Papagayo Marrakech Club. Mais alors, les pauvres, ils voyagent comment ici? Ah, vous savez, c'est compliqué. Ouais, j'imagine, ouais. Sinon, ça peut vous aider, je peux vous refiler mes cartes Macron. Ah, vous êtes vraiment très drôle, monsieur, votre Altesse. Et vous devriez faire On demande qu'à en rire sur France 2. Non, ça va aller. Non, je n'en suis pas à ce point-là. Vous me prenez pour Émeric Lompré ou pas? Bonjour, contrôle des billets, s'il vous plaît. Mais vous êtes déjà passé? Oui, mais j'ai négocié avec la CGT cheminot. Si je passe 2 fois, j'ai une prime de pénibilité. Je l'ai laissé sur mon siège. Ah, pas de chance, 625 €. Ah, c'est moins cher que tout à l'heure? On est plus proche de l'arrivée quand même. Ah, malin. Et ils n'ont pas inventé les chiffres pour rien ici. Hein. En tout cas, tu m'étonnes qu'il n'y ait pas de grand monde dans ce train. C'est vrai, on se croirait un petit peu sur Europe 1. Oh. Vous êtes méchants. Merci les amis. Merci Émeric Lompré. Désolé pour ce rôle, je ne sais vraiment pas jouer. Votre spectacle, il s'appelle Tant pis. Vous serez bientôt à l'Européen. Vous serez aussi le 28 novembre à 21h30 aux Deux Ânes pour ceux qui sont les plus impatients. Ensuite, l'Européen de janvier à avril à ton appris. Et puis dans toute la France, notamment vous suivez la tournée de Blanche Gardin puisque vous faites la première partie. Et de Pierre-Emmanuel Barré. Et de Pierre-Emmanuel Barré qu'on embrasse. Et puis votre spectacle aussi est dans toute la France. C'est facile, vous trouverez sur Internet. Prenez le risque de le découvrir. Oui, voilà. Voici le mot de la fin qu'on laisse aux auditeurs qui vont juger la qualité de cette émission. Il va peut-être mettre de l'eau dans son verre. Hein. Ça a été au-delà de la déception que j'attendais. Jeter une boule ninja et disparaître. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. Retour sur l'affaire des meubles